Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Entretien. Merci d'être parmi nous sur Digital Congo. Et aujourd'hui, nous recevons une figure qui n'est plus à présenter. Il s'agit de Roger Chimba Kankpwende, qui est ingénieur civil, expert en construction. Roger Chimba Kankpwende a une longue expérience en République démocratique du Congo. C'est après, mais bien avant, en Suisse, où vous avez travaillé pendant une quarantaine d'années dans le bâtiment, dans la construction des bâtiments. Vous-même, vous avez bâti une carrière professionnelle en Suisse 20 années durant, professionnelle en construction, et les 20 autres années restantes, vous avez travaillé dans les services même étatiques de la Suisse, comme un expert, comme un consultant, mais également celui qui donne la directive à suivre pour qu'on ne puisse pas connaître des dégâts tels que ceux que nous sommes en train de connaître actuellement en République démocratique du Congo, où on remarque de plus en plus que les constructions sont de plus en plus en désordre. Nous allons en parler avec vous, Roger Kankpwende. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes bien présenté? Oui, c'est correct. C'est correct. Et je tiens aussi à signaler que vous êtes aussi chef d'entreprise, une entreprise en construction que vous avez créée ici à Kinshasa, et vous œuvrez justement dans la construction des bâtiments d'emblée. Ouais. Il y a eu une image qui a circulé partout dans les réseaux sociaux et même dans les médias officiels à Kinshasa, un bâtiment de plusieurs niveaux, on parle de 7 niveaux, plus de 6 niveaux, qui est en train de s'écrouler. Et cette image a choqué. Surtout l'indignation. Pourquoi c'est dans la capitale et puis en ville qu'un bâtiment pareil puisse constituer un grand danger? Est-ce que les études ont été faites? C'est ça la grande question. Tout le monde s'est posé la question. Mais pourquoi est-ce que cela est arrivé? Vous, en tant qu'expert, lorsque vous avez vu cet événement, quelle a été votre première réaction? Ma première réaction, c'est la tristesse. Quand un événement de cette nature intervient, on pense d'abord au maître de l'ouvrage, c'est-à-dire à la personne qui a mis son argent pour construire ce bâtiment. On se dit que dans le cas d'espèce, il a perdu beaucoup d'argent. Mais après, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce arrivé. Je ne peux pas, je ne suis ni magicien, ni pasteur, ni prophète, pour vous dire que si cela est arrivé, c'est à cause de ceci. Mais d'emblée, vous en tant qu'expert? En tant qu'ingénieur, je dirais qu'il y a eu des insuffisances, lesquelles il n'y a qu'une expertise qui peut définir de manière précise ce qui est arrivé. Toutefois, de prime abord, vu la manière dont le fondement s'est réalisé, il y a deux hypothèses. La première, c'est que peut-être que les études de sol avaient été mal réalisées et que la fondation ne s'est pas posée sur le bon sol. L'autre hypothèse, peut-être que ce bâtiment a été calculé pour être un R+1 ou un R+2 au départ, et que, en ayant ajouté des niveaux, on a surchargé un bâtiment sur des fondations qui ne pouvaient pas accueillir cette charge-là. Donc là, on n'est qu'au niveau des hypothèses. De prime abord, la seule chose qu'on doit se dire, c'est que partout dans le monde, quand un événement de cette nature intervient, on prend une mesure au préalable. C'est sécuriser les alentours. Oui, on va y arriver. Voilà. Vous avez estimé en tant qu'expert qu'il y a ces deux hypothèses. Ouais. Et moi, en tant que profane aussi, je peux réagir peut-être pour avoir une meilleure explication à l'attention de tout le monde qui nous suit.
moi, en tant que profane, je peux déjà exclure la première possibilité, la première hypothèse, parce que juste à côté, il y a également des bâtiments de cette hauteur qui ont été construits et qui résistent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé justement de l'étude du sol qui n'aurait pas été bien réalisée au préalable. Mais puisqu'il y a d'autres bâtiments de cette hauteur, de cette grandeur, qui existent et qui ne se sont pas écoulés, donc peut-être cette étude du sol n'est pas peut-être la raison d'emblée. Écoutez, moi je crois qu'on va aller peut-être de manière didactique pour que vous puissiez comprendre comment devrait se passer une construction. Je parlerai d'abord des intervenants principaux, qui sont au nombre de 3. Il y a d'abord l'architecte. L'architecte, c'est qui? C'est le spécialiste qui va traduire en graphique, en dessin, les souhaits du propriétaire. Donc, l'architecte est avant tout un interprète. Ce qu'on lui dit en mots, lui, il les traduit en graphique. Mais ce qu'il crée est une vue de l'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas un ouvrage. Pour que ça devienne ouvrage et que ça soit solide et stable, intervient l'ingénieur civil. L'ingénieur civil est le spécialiste qui calcule la structure. C'est grâce à lui qu'on aura les bonnes épaisseurs, c'est grâce à lui qu'on aura une fondation qui correspond à la charge qui va venir dessus, c'est grâce à lui que le bâtiment, l'ouvrage, sera stable. Mais une fois que ces deux spécialistes, l'architecte et l'ingénieur, ont fait leur travail, il n'existe pas encore l'ouvrage. C'est une vue de l'esprit. Et celui qui va traduire cette vue de l'esprit en ouvrage, ce sont les artisans qui sont dirigés par le troisième intervenant important, c'est le conducteur de travaux. Selon l'importance du chantier, on l'appelle aussi directeur de travaux. C'est le troisième spécialiste. C'est un spécialiste qui sait interpréter les plans de l'architecte, qui sait interpréter les plans de l'ingénieur, et la conjonction de son travail fera que ce qu'a voulu l'architecte et ce qu'a voulu l'ingénieur, c'est traduit par l'ouvrage. Donc, il faut bien comprendre, il y a les concepteurs, l'architecte, il y a l'ingénieur qui fait en sorte que le rêve de l'architecte devienne réalité par un ouvrage. Et enfin, il y a celui, le metteur en œuvre, celui qui fait que leur travail devienne un ouvrage. Voilà. Mais à quel niveau intervient justement l'étude du sol pour être sûr que voilà, ce sol va résister à telle charge? Ça, c'est le travail de l'ingénieur. Parce que c'est l'ingénieur qui calcule les fondations. Si vous regardez le mouvement qu'il y a eu, le basculement de ce bâtiment, on peut dire que la partie avant du bâtiment, du côté où ça s'est renversé, le sol n'a pas tenu. J'ai entendu le président de l'ordre des architectes qui a parlé des colonnes qui se sont effondrées, je crois, au premier niveau. Non, ce ne sont pas des colonnes, c'est le sol qui a cédé. Donc il y a un problème au niveau de la fondation. Mais de prime abord, je ne peux pas dire quel type de problème. Parce que si c'est un radier, par exemple, si c'est un radier, ça veut dire c'est une dalle qu'on pose au niveau du sol, complètement. Si se renverse, c'est que du côté où ça s'est renversé, la charge ne supportait pas, le sol ne supportait pas la charge qui venait dessus. Donc il faut, tant qu'on n'aura ni les plans d'exécution, il y a une très grande différence entre le plan d'architecte et les plans d'exécution de l'ingénieur. Ce sont les plans d'exécution de l'ingénieur qui garantissent la stabilité de l'ouvrage. Et en règle générale ici,
on ne voit jamais le plan d'ingénieur sur les chantiers. Alors, quand vous dites en règle générale, vous œuvrez justement dans la construction. Oui. Vous avez une entreprise de construction ici en République démocratique du Congo. Est-ce qu'au niveau des décideurs, il y a la possibilité de vérifier que toutes ces étapes ont été respectées? Théoriquement, oui. Parce que le ministère de l'Urbanisme qui délivre les permis, les autorisations de bâtir, a en son sein des experts capables de contrôler. On ne peut pas construire dans un pays un immeuble R+7 Mais sans qu'on ait contrôlé. Roger Kankoundou, oui. voilà. Il existe justement aussi des conflits entre ces différents acteurs que vous avez évoqués. L'architecte peut concevoir quelque chose, mais l'ingénieur peut-il aussi apporter un correctif à ce que l'architecte a conçu? Oui, mais je vous dis que c'est lui qui garantit les dimensions. C'est l'ingénieur. Oui. L'architecte n'est pas compétent en matière de structure. Mais nous avons vu des cas où tout a été conçu, mais lorsque les exécutants viennent, ils se disent non, ce sol ne peut pas supporter. Mais qui dit ça? Celui qui vient exécuter le travail. Non, celui qui vient exécuter, donc l'entreprise qui vient exécuter, en règle générale, est censée construire conformément au plan qu'on lui donne. Oui, l'architecte a conçu, l'ingénieur a aussi apporté justement... C'est un travail d'ensemble. Mais lorsque nous donnons, par exemple, est-ce que, voilà, peut-être la question serait la suivante. Vous, au niveau des... Vous êtes une société, une entreprise de construction. À votre niveau, vous avez aussi quand même votre contre-expertise à faire avant de démarrer les travaux. Oui, certainement, parce que il y a des études qui sont manifestement mal réalisées. Ça, on peut voir. Mais la mission d'une entreprise n'est pas de faire la contre-expertise. Parce que la responsabilité de la structure du bâtiment est une responsabilité qui n'est que pour l'ingénieur statisticien de ce bâtiment. Ok. Mais cet ingénieur peut être compris au niveau de l'entreprise de construction ou ça doit être nécessairement une entité à part, architecte, ingénieur On ne peut pas être jugé parti. et exécutant. La règle est simple. On ne peut pas être jugé parti. Voilà. L'architecte doit être différent de l'ingénieur. Ah oui. L'ingénieur doit être aussi différent des exécutants. Il arrive de se retrouver dans un cabinet où il y a les architectes, justement, les ingénieurs et les conducteurs des travaux. Mais ce sont des prestations avec des responsabilités distinctes. Un cabinet peut être condamné parce que son ingénieur qui a signé la partie structure n'a pas fait son travail correctement. Mais la distinction est essentielle, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, prenons le cas d'Expesta, de votre entreprise de construction. Est-ce que vous êtes consulté? Vous avez sûrement des architectes? Vous avez aussi des ingénieurs? Ou vous n'avez que... À l'interne, je travaille... Ce sont des sous-traitants. L'architecte qui vient travailler, il vient en tant qu'architecte. Et il assume la responsabilité de sa prestation. Lorsqu'on vous consulte, par exemple, c'est seulement pour exécuter? Oui. Ou est-ce qu'on peut aussi vous consulter pour donner peut-être des avis? Moi, en tant qu'ingénieur... Des plans ou bien... Oui, non. Quand on vient me consulter individuellement en tant qu'ingénieur, je preste en tant qu'ingénieur. Et là, ça n'engage pas toute votre entreprise? Non, non, non. C'est l'ingénieur Kankoundou. Voilà. Voilà. Ok, ça va. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à comprendre là-dedans. Nous sommes devant une situation telle que le bâtiment ne s'est pas écroulé totalement, mais il s'est penché. Voilà. Maintenant, le suspense demeure. Est-ce qu'il va s'écrouler? Est-ce qu'il va rester dans cette position? Quel est le pourcentage de risque pour qu'il s'écroule, d'après vous, experts? Ben, écoutez, moi je dirais que le bâtiment tel que renversé s'est mis dans une position stable. À mon sens, il peut rester dans cette position-là encore pendant des années. Mais à titre individuel, ce qui me choque,
C'est qu'en règle générale, dans un pays, quand survient un événement de cette nature, on diligente une enquête, on sécurise les bâtiments qui s'est effondré et on lance automatiquement des enquêtes de proximité pour savoir si l'onde de choc provoquée par l'effondrement n'a pas eu un impact sur les bâtiments environnants. Or là, juste le lendemain, il y a une décision de démolition. Et sans enquête, on démolit pourquoi? Et il faut que les gens sachent qu'on ne fait pas une enquête pour accuser. On fait une enquête pour éviter que le même phénomène se reproduise ailleurs. Donc, il y a, du point de vue de l'ordre public, quand un événement de cette nature arrive, on doit faire des enquêtes, savoir pourquoi et quoi faire pour que le même événement ne se reproduise pas. Bon, d'après vous, peut-être le risque d'effondrement total est faible, mais si l'autorité urbaine a décidé de démolir, c'est peut-être parce que c'est guidé peut-être par l'émotion, guidé peut-être par la panique. Il s'est dit, voilà, nous devons carrément organiser la démolition pour éviter le pire. Oui, mais quand on prend des décisions sans réfléchir, on peut faire pire. La démolition peut être amener à des conséquences beaucoup plus graves. C'est plus grave qu'une autorité prenne une décision sans avoir réfléchi que de prendre le temps de réfléchir. Ça nous coûte quoi? Qu'est-ce que ça coûte aux Congolais de consacrer du temps pour comprendre? On ne peut pas indéfiniment être dans un pays où nous refusons à la science sa place. Le développement, c'est avant tout l'appel, l'apport de la science. Nous refusons. Nous sommes des villageois, ici, en ville. Nous nous comportons comme s'il n'y a pas... Comme si nous sommes le premier pays à avoir été dans l'état qui est le nôtre aujourd'hui. Et vous, pendant les 40 années passées dans le domaine de la construction, même au niveau des services de l'État, de la ville de Lausanne, en Suisse, est-ce que vous avez aussi rencontré ce genre de cas? Des accidents? Des accidents pareils, des immeubles qui risquent de s'effondrer? En tout cas, en Suisse, non. Je ne connais pas, pendant que j'y étais, non. Mais des accidents de construction, il y en a eu. Et quand un accident intervient sur un chantier, le chantier peut être fermé pendant 3, 6 mois ou une année. Le temps de comprendre. Le temps nécessaire. Voilà. Parce que ne pas chercher à comprendre... Là, c'est dans une situation telle que les mêmes faits peuvent se reproduire ailleurs. La gouvernance, c'est prévenir que ce qui est déjà arrivé ne survienne plus, dans la mesure du possible. C'est pour cela que j'ai dit que nous devons faire confiance à la science. L'émotion nous a amenés exactement où nous sommes aujourd'hui. Et nous n'avons aucune raison pour en être fiers. Et voilà, maintenant une autre question. Pour démolir, nous avons vu, cela s'est fait, bon, voilà, il y a toujours des critiques, surtout nous les profanes, nous critiquons beaucoup la manière dont la démolition est en train de se faire. Il y a quelques personnes qu'on a placées en haut du bâtiment et qui procéderaient de manière manuelle à éliminer quoi, ça, mur par mur jusqu'à ce... Voilà. Dans pareil cas, quelle est la meilleure méthode de démolition qui devrait être utilisée? Bon, déjà, accepter que les gens rentrent dans ce bâtiment qui s'est effondré est une bêtise. Parce que quand un bâtiment s'effondre, les structures ne sont plus dans leur position idéale. Il suffirait de pas grand-chose pour que peut-être que les dalles s'empilent. C'est un axe. Au fait, l'accident de cette nature, c'est la première fois qu'on voit. Mais rappelez-vous, en 2013, à GB, ben oui, ça, c'est un événement qui s'est écroulé voilà. là, oui, comme si c'était un tremblement de terre. Pour moi, même la déconstruction est une spécialité. Tout le monde ne peut pas déconstruire.
C'est toujours les ingénieurs qui doivent être là Il y a pour des donner le schéma à suivre. Moi, si vous me demandez d'aller démolir ce bâtiment-là en tant qu'ingénieur, je demanderai du temps pour faire une étude et savoir comment démolir. On ne va pas déconstruire comme si on a la maîtrise de tout. C'est une mauvaise décision. Démolir tout de suite sans savoir comment le faire, avec quoi le faire. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour sécuriser le voisinage. On n'est pas en race campagne. Surtout que c'est en plein centre-ville. Oui. Mais il y a certains ingénieurs qui disent, nous les avons vus s'exprimer, surtout dans les réseaux sociaux, qui disent qu'il y a encore possibilité de sauver cet immeuble. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faisable? Non, en utilisant peut-être les pasteurs, on y arrivera. Mais moi, en tant qu'ingénieur, je dirais non, ce bâtiment n'est pas récupérable. Donc, d'où le sort, c'est la démolition s'impose. Même si il faudrait que cela prenne du temps pour réfléchir sur comment faire. Non, déjà savoir pourquoi c'est arrivé. Une fois qu'on établit la responsabilité par rapport à l'effondrement, une fois qu'on aura fait les enquêtes de voisinage pour être sûr que cet effondrement n'a pas un impact sur les bâtiments environnants, à partir de là, on va diligenter la démolition. Parce que la démolition elle-même peut engendrer des ondes. Non. Bon, continuons seulement comme ça. Ok, en tout cas, Roger Kakwende, je tiens à le rappeler, Roger Kakwende Shimba. Roger Shimba Kakwende est un ingénieur civil, expert en construction, d'ailleurs chef d'entreprise que vous avez créé ici en République démocratique du Congo après 40 ans dans le bâtiment, dans la construction en Suisse et même dans les services étatiques. Nous sommes très heureux de vous avoir justement pour avoir aussi votre expertise. Roger Kakwende, ici à Kinshasa, nous remarquons qu'il y a des maisons qu'on construit de plus en plus très proches. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un terrain, on aliène juste une petite partie et un grand bâtiment est érigé. Quelle est la norme à suivre pour construire des grands bâtiments? La norme universelle. Une norme universelle, ça n'existe pas. Chaque pays a ses règles. Si vous allez en Belgique, par exemple, parlons même de Bruxelles, vous pouvez être sur 30 mètres où les bâtiments sont côte à côte. Donc ça, c'est les normes d'urbanisme sont des règles de pays par pays, je dirais même de ville par ville, et parfois même de quartier par quartier. Et il n'y a pas de danger lorsque une personne a construit, juste à côté de vous, une autre personne vient construire sans respecter les écarts. Par exemple, on parlerait de 8 mètres à respecter. Non, non, non. Ça, non. On peut construire, dès l'instant où on fait appel aux spécialistes, tous les problèmes techniques seront résolus. Et les spécialistes, on les retrouve justement dans les services de l'État notamment. Non, ça c'est pour le contrôle. Oui, pour le contrôle. Oui. Mais pour la conception et la stabilité, la structure du bâtiment, ben ça, ce sont les praticiens. Les praticiens, justement, ceux qu'on doit consulter, comme vous par exemple. Et lorsqu'on en arrive justement à une situation telle que celle-ci, celle que nous avons vécue à Kinshasa, et c'est le moment où on entend dire que voilà, il n'y a même pas d'autorisation de bâtir. Comment cela s'explique? Mais ça s'explique parce que vous croyez vraiment que le ministère de l'Urbanisme est un îlot disjoint du Congo? Parce qu'on l'a entendu, lorsque les premières autorités sont arrivées sur place, ils ont dit que apparemment, il n'y a même pas d'autorisation de bâtir pour un immeuble de cette hauteur. Mais ça veut dire tout simplement que le ministère de l'Urbanisme est un ministère qui est au Congo. Chez nous, au Congo, tout est vraisemblable. Tout est vraisemblable. Ça ne veut pas dire que tout est bien. C'est tout à fait possible. Si ce bâtiment m'appartenait à moi, tout le monde l'aurait su. S'il vous appartenait, tout le monde l'aurait su. S'il appartenait à un Indien ici,
ou à un Libanais ou à un Belge, on l'aurait su tout de suite. Ce qui se passe là, je parle maintenant en tant que citoyen, est un vrai scandale. Le ministère de l'Urbanisme ne sait pas le mal qu'il fait à notre pays. Quand on est à ce niveau-là, quand le président de la République a fait confiance à quelqu'un, lui a confié une telle responsabilité, et en responsabilité, ce ministère nous dit que ce bâtiment qui est construit sur une grande place de Kinshasa, on ne connaît ni les propriétaires, et il n'y a même pas de permis de construire, on se fout de la gueule du président de la République. Ce n'est pas normal. Nous avons vu le gouverneur d'ailleurs se laver les mains. Lui, il a dit que voilà, pour le gouvernement provincial, ne peut délivrer d'autorisation de bâtir que pour les R+1, limite. Au-delà, c'est le gouvernement central. Qu'importe. J'ai dit tout simplement que quand on a bénéficié d'une ordonnance présidentielle pour être ministre de l'urbanisme dans ce pays, et qu'un bâtiment de cette nature, de cette importance, s'écroule, et qu'on dise à la population, nous ne connaissons ni les propriétaires, et on n'a jamais délivré un permis de construire, je dis qu'on se fout de la gueule du président de la République. C'est une injure au président de la République, c'est une injure à la population congolaise. Moi, je ne comprends pas. Ma colère, ce n'est pas tellement que les bâtiments s'écroulent. C'est l'inconséquence de ce qu'on peut dire au nom de la République. C'est inadmissible. Tout simplement inadmissible. Et que le lendemain, on délivre une autorisation de démolir. Le lendemain. Alors que ce ministère devait décider tout de suite la fermeture du chantier, sécurisé par des agents de l'ordre, nommer un expert pour faire une enquête tout de suite. Le lendemain, on ne devait pas démolir. Le lendemain, on devait commencer l'enquête. Et on nomme quelqu'un, il s'associe avec ses pairs et on lance une enquête indépendante. On a vraiment l'impression, c'est comme si on veut enlever toutes les preuves. Oui, mais paraît-il que tous les exécutants ont pris la poudre d'escampette lorsque l'incident est arrivé. Mais moi, je peux vous dire une chose. Tous les commissionnaires du coin connaissent le propriétaire. Tous les petits qui traînent dans ces quartiers-là, ils connaissent le propriétaire. On n'a pas besoin du ministère de l'Urbanisme. Il suffit de demander aux commissionnaires. Et en pareil cas, qu'est-ce que le propriétaire ferait? En responsabilité, il devait se montrer. Il devait se montrer pourquoi? Parce que cette affaire-là risque de le poursuivre pendant très très longtemps. Surtout pour les réparations. Oui, mais son bâtiment, c'est son argent. Mais l'onde de choc a provoqué des dégâts dans les bâtiments tout autour. Alors, moi, je serais propriétaire d'un bâtiment autour. Vous savez ce que je ferais? J'aurais déjà porté plainte. Je ne vais pas attendre les résultats de l'enquête. Je vais porter plainte en disant... Pour qu'une expertise déjà soit diligentée, ou qu'on vérifie s'il n'y a pas eu de conséquences. Tout à fait. Mais je crois que les riverains connaissent le propriétaire. Et ils ont peur de porter plainte. La peur, c'est tout un cours, c'est tout un cours en philosophie. Ok, en tout cas, merci beaucoup Roger Kakalonde et Shimba d'être passé. En tout cas, nous allons toujours recourir à vous. La ville de Kinshasa a un sérieux problème, surtout en matière d'urbanisme. Nous voyons des constructions un peu partout. Nous avons un problème d'assainissement. Nous avons les routes qui ne sont pratiquement plus praticables. Tout cela doit nécessiter encore une étude au préalable ou bien, d'après vous, le premier constat, est-ce qu'il s'agit peut-être d'une simple négligence ou bien peut-être on ne fait pas attention ou bien c'est vraiment un problème des moyens? Non, je dirais que c'est d'abord un problème sociétal.
Le domaine public, dans la tête du Congolais, c'est un bien sans maître. Parce que Balabal à l'État. balabal à l'État. Or, ce terme-là, au lieu de nous responsabiliser, nous a plutôt démobilisés. L'État, c'est qui? L'État, c'est moi. L'État, c'est vous. Donc, le domaine public est un bien qui m'appartient à titre individuel. Nous sommes censés prendre plus de soin du domaine public que de l'intérieur de notre propre parcelle. Parce que c'est un bien commun. Mais c'est plutôt le contraire qui s'est fait. Non, c'est parce que nous n'enseignons pas à notre peuple. Nous demandons à notre peuple de nous applaudir. Le peuple, on l'enseigne. Pour qu'un peuple puisse acquérir une autre culture, il faut l'enseigner. Nous, on n'enseigne pas. Nous ne voulons pas des gens responsables. Nous voulons des irresponsables qui chantent et qui dansent pour nous. Nous devons, à un certain moment, faire le choix de l'excellence par le travail. Nous ne pouvons pas continuer indéfiniment à attendre des gens qui vivent autour de nous de ne faire qu'une seule chose, nous applaudir et danser. Nous devons leur enseigner. Nous devons faire en sorte qu'ils deviennent responsables. S'agissant du domaine public, mais celui qui deviendra gouverneur de la ville de Kinshasa, pour faire, il doit savoir. Aucun gouverneur ne pourra avoir dans sa propre famille des spécialistes en assainissement, des spécialistes en route. Donc, arrive un certain moment, on doit faire appel à la compétence. À la compétence, mais voilà. Mais lorsqu'ils arrivent aux affaires, ils prennent les neveux, les cousins, tout ça, voilà. Mais ils vont se faire accompagner des experts. Non, moi je vais vous dire une chose. Personne ne reste dans l'histoire parce qu'il a eu beaucoup d'argent. Tant qu'on n'a pas compris ça, on sera en responsabilité et on passera tout son temps à répartir avec le maximum d'argent. Personne ne rentre dans l'histoire par les biens matériels. Les gens rentrent dans l'histoire parce qu'ils ont des œuvres qui parlent de 32 ans ou de 37 ans de Mobutu au pouvoir. On s'en fout de ça. Mais quand on parle de Mobutu aujourd'hui, on parlera du pont Maréchal. On va parler de Inga 1, de Inga 2. Tout le monde peut dire, ouais, Kabila a fait 18 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, mais Kabila a fait Zongo 2. Vous comprenez? Donc, la route de Bandundu. Oui, c'est pour que les gens comprennent qu'il est capable de son vivant de s'acheter l'immortalité. Et l'immortalité, ce ne sont que des œuvres qu'on laisse, des legs aux générations futures. Nous avons la bêtise, nous Congolais en particulier, de croire que, bon, je prends tout ce que je peux prendre, ben, je vais bien vivre avec ça, mais les jours où on part, on est vraiment parti. On est vraiment parti et on n'a pas laissé des traces, mais plutôt des mauvaises traces. Oui. Il est important qu'on enseigne à notre population, que pour qu'on n'ait plus faim demain, on doit planter aujourd'hui. Faire du travail le centre des préoccupations du Congolais. Dans ce pays, dans les années 40, personne ne mourait de faim. Parce qu'on produisait suffisamment pour que les gens qui étaient là à ce moment-là puissent manger. Les conditions pour faire la même chose aujourd'hui sont toujours réunies. Il suffit d'avoir de la volonté.
Il suffit d'être honnête aussi. Décision. Vous savez, moi, je travaille aussi pour le projet Grand Inga, ok? Pendant toutes les années où j'étais en Europe, j'ai fait partie des gens qui ont le plus dit du mal de Mobutu. Je le reconnais. Et depuis 7 ans que je travaille dans le projet Grand Inga, j'ai de plus en plus d'estime pour Mobutu. Puisque vous vous dites... Parce qu'il a pris la décision de faire. Qui fait mieux? Qui dit mieux? Non, j'ai dit il a pris la décision de faire. Ce qui fait du chef un chef, c'est la décision. Il faut aussi avoir le courage pour prendre de bonnes décisions. Parce que nos chefs aussi, on souffre aussi de leur entourage. Hein? Oui, mais le chef, justement, et c'est lui, quel que soit son entourage, prend la décision. Bonne ou mauvaise, c'est la décision. Et le chef ne doit pas se dérober lorsqu'il a pris une décision. Le chef ne doit pas se dérober. Ça ne veut pas dire que le chef ne peut pas se tromper. C'est un être humain. Avoir aussi le courage de le reconnaître. Et c'est un peu trop facile quand on n'est pas à la place du chef de dire cela. Roger Shimba Kankwende. Merci d'être passé. C'était un réel plaisir. Merci beaucoup. Merci pour cet éclairage. Nos téléspectateurs et nos auditeurs qui vous ont suivis ont été justement enseignés et chacun a pu se faire une idée plus ou moins précise de ce qui s'est passé à Kinshasa. Vous le déplorez, les études n'ont pas été bien menées, que ce soit en amont ou sur le terrain, même en aval, parce que face à cette situation, il faut vraiment que les études soient menées, pas tout simplement à cause de ce qui vient de se passer, mais pour prévenir de telles situations qui peuvent même mener au drame. Tout à fait. Nous vous remercions aussi, chers téléspectateurs et auditeurs de Digital Congo, de nous avoir suivis. Roger Kankwende, merci d'être passé et nous espérons vous avoir pour un autre numéro. Merci beaucoup. Ça sera toujours avec le même plaisir. Merci. Au revoir.